Bon, bah, bonjour. Merci d'être aussi nombreux. J'avoue que moi, c'est une surprise parce que même si je suis enseignant là depuis des temps immémoriaux et depuis le siècle dernier, je prends même la poussière, d'après ce qui se dit, c'est la première fois que je tentais ma chance à l'université ouverte et jamais j'aurais imaginé qu'il y avait autant de monde qui pouvait venir. Donc, voilà. Merci à vous. Voilà. J'espère que je ne vais pas vous faire regretter votre donc, sans suspense, par contre, le son est vraiment moisi. Sans suspense, l'idée donc de cette séance, c'est d'examiner, disons, du point de vue de ce qu'on appelle de manière savante l'anthropologie sociale, ce qu'on sait de la domination masculine dans les sociétés humaines et en particulier de son ancienneté. Ça va être mon fil rouge au cours de cette chose-là, même si en conclusion, vous allez voir, je vais quand même dire quelque chose avec un S, sur la situation actuelle et sur comment tout ça, ça éclaire ce qui se passe aujourd'hui. Mais ce qui est important quand on fait de la science, c'est de ne pas partir, disons, en examinant les indices dans l'idée de ce que ça pourrait vouloir dire qu'on conclut et que du coup, comme la conclusion est désagréable, et ben, du coup, il faut voir les indices autrement. Vous voyez, comme dans les mauvaises enquêtes policières où on a envie que machin soit coupable, alors du coup, on le charge. On a envie qu'il ne soit pas coupable, alors du coup, on le décharge. Voilà. Si on veut faire de la bonne science, il faut commencer. Là, c'est vraiment pas possible. C'est une habitude. Et si je me déplace comme ça, c'est un peu moins moisi, peut-être. Alors, ouais, là, il n'y a pas le Larsen qui traîne. Donc, la science, c'est une enquête policière. Et si on veut faire de la bonne science, on doit le faire sans préjuger quelle est la conclusion qui nous arrange. Voilà. Je vous le dis tout de suite, vous allez voir à la fin, moi, la conclusion, elle m'arrange bien aussi, donc ça tombe bien. Mais je l'adopte non pas parce qu'elle m'arrange a priori, je l'adopte parce que je pense que c'est la plus juste. Voilà. Alors, ces éléments étant en place, comment est-ce qu'on peut... Ah, là. Coucou. Bon, je vais le relancer un petit coup. Trahi par la technique. Voilà. Alors, quand on s'intéresse donc à ce qu'on appelle le genre, les rôles sociaux dévolus à chaque sexe, ou la domination masculine, j'emploierai les mots de manière assez, assez indifférente. Donc, quand on essaye de remonter, de faire la machine à remonter le temps et de se demander d'où ça vient cette affaire-là, est-ce que c'est ancien, pas ancien, etc., on a en gros 4 catégories d'indices. Alors, qui sont d'une part ce qu'on appelle, alors là, désolé pour les mots un petit peu techniques, mais vous allez voir, en réalité, c'est pas compliqué, l'éthologie, étude du comportement animal. Nous sommes des animaux, nous sommes des primates, et donc on peut se demander, en regardant, disons, comment sont les cousins, du coup, un peu quel était l'héritage familial, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Deuxième catégorie d'indices, l'archéologie. Les sociétés du passé ont laissé des traces matérielles. Regardons les traces matérielles, que pouvons-nous en déduire, que nous disent-elles, que ne nous disent-elles pas? Bon, les scientifiques, les experts, tout ça, voilà, l'ADN, voilà. Troisième catégorie d'indices, il y a dans le monde, de moins en moins, enfin, il y avait encore, il n'y a pas très longtemps dans le monde, des tas de sociétés à des niveaux techniques et d'organisation très différents des nôtres, dont un certain nombre de sociétés qui avaient gardé des modes de subsistance très anciens, des chasseurs-cueilleurs par exemple. Que voit-on quand on regarde ces sociétés? Quel type de rapport de sexe on observe, etc., etc. Voilà, encore une catégorie d'indices. Et enfin, les humains racontent des histoires, en particulier des histoires qui expliquent pourquoi le monde est comme il est et pas autrement. Et en étudiant ces histoires de la bonne manière, j'y reviendrai, et bien mine de rien, on peut aussi remonter le temps. Voilà. Alors, je vais organiser mon exposé autour d'une idée qui, est née il y a à peu près 150 ans maintenant et qu'on a vu, disons, qui a été très critiquée, mais qu'on voit ressurgir avec des fois des arguments ou des formulations nouvelles, etc. Alors, moi, je l'appelle, pour aller vite,
le matriarcat primitif. Matriarcat, c'est le décalque inverse de patriarcat, hein, j'y reviendrai. Donc, matriarcat, pouvoir des pères, des hommes. Matriarcat, pouvoir des mères. Il y avait un mot plus ancien qu'on utilisait au 19e siècle, gynécocratie, hein, le pouvoir des femmes. Ne rigolez pas, c'était le mot qui, voilà, qui serait d'ailleurs plus juste, parce que dire pouvoir des femmes, c'est plus. Enfin, domination féminine, quoi. Voilà. Bon. Alors, en tous les cas, donc depuis un siècle et demi, en gros, c'est manifesté de manière régulière l'idée que la domination masculine serait finalement quelque chose d'assez récent dans les sociétés humaines. Alors, attention, hein, récent, on ne parle pas à l'échelle de notre vie à nous, ni même à l'échelle de l'histoire. On parle à l'échelle de la préhistoire. Donc, tout de suite, ce n'est pas la même musique. Ils ont en gros des gens qui disent la domination masculine, ça a, on va dire, allez, quelques milliers d'années à la louche. Alors, encore une fois, quelques milliers d'années, ça peut nous sembler énorme, mais en réalité, vu qu'en général, on raisonne sur toute l'aventure humaine, vous savez, Sapiens, la nous biologique, on a 300 000 ans quand même. Voyez, donc, si vous dites c'est 5 000 ans la domination masculine, qu'est-ce que c'est 5 000 ans dans 300 000? Enfin, vous voyez, c'est ça. Alors, cette idée que la domination masculine était absente, elle a ensuite plein de nuances possibles. Il y a des gens qui disent simplement qu'il n'y avait pas de domination masculine parce qu'il n'y avait pas de domination du tout, donc pas spécialement de domination d'un sexe sur un autre. Il y a des versions carrément matriarcales. Au début, c'était les femmes qui dominaient. Comme c'est les femmes, elles ne dominaient pas pareil que les hommes ont dominé ensuite, parce que les femmes, elles sont gentilles, alors que les hommes sont méchants. Je caricature à peine. Hein. Mais quand même, c'était les femmes qui donnaient le ton, quoi. Voilà, on va le dire comme ça. Alors, cette idée, on la doit, pour la première formulation, probablement, à un Suisse allemand qui s'appelait Bachofen. C'est 1860, et il écrit un énorme livre sur les arguments duquel je vais revenir, mais qui dit en gros, si on analyse bien les mythes de l'Antiquité, en particulier des Grecs, vous avez sûrement tous entendu parler du mythe des Amazones, hein, d'une manière ou d'une autre, ces mythes nous disent que jadis, il y avait une situation où les femmes, voilà, où la filiation passait par les femmes, enfin voilà, il y a plein d'indices qui disent que jadis, les choses n'étaient pas comme elles sont maintenant et qu'il y a eu un grand renversement. Il employait la formule de défaite historique du sexe féminin, etc. Il se trouve que Bachofen vit à la même époque que le premier anthropologue social, j'allais dire de métier, c'est peut-être un peu exagéré, mais enfin, en tous les cas, une grande figure de l'anthropologie sociale qui s'appelle Lewis Morgan et qui est un spécialiste des Indiens de l'Amérique du Nord-Est. J'y reviendrai, en particulier les Iroquois. Et bim, Morgan, chez les Iroquois, identifie un certain nombre de traits sociaux qui colle pile poil avec les raisonnements de Bachofen. Et donc Morgan dit, bah voilà, ce que Bachofen obtient par le raisonnement, moi je l'ai en quelque sorte sous la forme d'un musée vivant. Hein. Les Iroquois nous montrent le passé de toutes les sociétés humaines. Jadis, nous étions tous comme les Iroquois, etc. Et il se trouve que les écrits de Morgan vont être repris en particulier par Marx et Engels, qui s'intéressaient de près à tout ça, comme à beaucoup d'autres choses, et que donc Engels va incorporer ça dans la théorie générale, disons, dans une perspective marxiste, et que ça va devenir, disons, ça va faire partie intégrante de la théorie marxiste sur le jeu. Alors donc, quels sont les arguments qu'on trouve derrière ça? Le premier, celui de Bachofen, c'est donc ce que racontent les mythes, et en particulier donc les fameuses Amazones. Je vous la fais courte, mais enfin voilà, il y avait un peuple de guerrières avec les hommes. Enfin, vous prenez en gros la domination masculine la plus poussée, la plus extrême que vous pouvez voir, vous la mettez à l'envers et vous dites c'est les femmes qui avaient les armes, etc. Les hommes c'était en gros réduits au rôle de sac à sperme pour la reproduction, mais pour le reste ils n'avaient absolument rien leur mot à dire, etc. Et encore une fois, dans l'idée de Bachofen, ce n'est pas un cas particulier. Toutes les sociétés sont passées par ce stade-là. Alors, pas que, enfin, je simplifie, je dis, mais enfin, voilà. Alors, deuxième catégorie d'arguments, donc, je ne vois pas le truc défiler moi, devant mon écran, ça me trouble. Donc, les Iroquois. Alors, c'est des Indiens donc, qui vivent en gros à cheval sur l'actuel Canada et le nord des États-Unis, près des Grands Lacs là-bas. Il y a un lac qui s'appelle le lac Huron. Les Hurons étaient une des tribus iroquoiennes, ce n'étaient pas les Iroquois, mais c'était les Iroquoiens.
Et donc, c'est des tribeurs, c'est pas du tout les Indiens des westerns, hein, c'est pas à cheval dans les grandes plaines, etc. C'est des cultivateurs. Grande partie de l'Amérique du Nord, les gens faisaient de l'agriculture, hein, et même les Indiens des plaines, une incidence là, que vous voyez à cheval en train de chasser le bison, en fait, c'est des agriculteurs ou des anciens agriculteurs qui s'étaient remis à la chasse. Vous voyez, c'est bref, dans toute une partie de l'Amérique du Nord, on cultive, en particulier le maïs. Et alors, les Iroquois, donc, sont des gens qui vivent dans des villages. Là, c'est des villageois, ce qu'on dirait aujourd'hui en préhistoire, des néolithiques. Hein, voilà. Alors, les villages que vous voyez au passage palissadés, parce que c'est quand même des sociétés où, comment dire, d'un village à l'autre, les relations ne sont pas toujours au beau fixe. Alors, toujours est-il que ce qui est remarquable, vous voyez, c'est ces grandes maisons là, qui font plusieurs dizaines de mètres de long, dans lesquelles il y a plusieurs familles qui habitent. Et en particulier chez les Iroquois, ce sont des familles qui sont liées par les femmes. Donc, il y a, dans la même maison, il y a maman, sa sœur, son autre sœur, sa cousine, sa mère, etc. Et les mecs, eux, ils viennent de l'extérieur. Et dans la société iroquoise, ces femmes ont non seulement, comment dire, une certaine position économique, des maisons leur appartiennent, elles gèrent les grains issus de l'agriculture, ce sont elles qui décident ce qu'on en fait, etc. Et donc, par exemple, alors en matière comment dire, conjugale, bah, si une femme n'est pas contente de son mari parce que c'est un lourdeau, une feignasse, enfin tout ce que vous voulez, elle prend ses affaires du mari, elle les met sur le pas de la porte, et quand le mec revient le soir, il comprend que c'en est fini pour lui, il faut qu'il retourne chez sa mère, voilà, il n'a pas son mot à dire. Y compris les femmes collectivement ont des conseils, conseils qui ont un certain nombre de pouvoirs politiques, elles peuvent même démettre un chef qui se comporte mal, etc. etc. Bref, Morgane voit ça et dit, voilà, le matriarcat, je l'ai de manière vivante. Voilà. Alors, petite parenthèse, cette idée dont il y ait des matriarcats, qu'il y ait eu des matriarcats et qu'il y en ait encore, on la voit assez régulièrement ressortir. Il n'y en a plus beaucoup aux candidats au titre de ce nom-là. Enfin, il y en a par exemple un peuple qui vit, ils vivent en Chine, mais en fait, ce ne sont pas des Chinois ethniquement, hein, c'est des gens qui sont des Himalayens, des Tibétains. Et alors, donc, en particulier, un peuple qui s'appelle soit les Na, soit les Mozo, enfin, ils ont plusieurs noms. C'est le seul peuple au monde qui ne connaît traditionnellement pas le mariage. Et comme il connaît traditionnellement pas le mariage, il n'y a pas de mari, il n'y a pas non plus de père. Les gens n'ont pas, voilà, les gens n'ont pas de père. Alors, comment ça se passe? Il y a des maisons où les femmes vivent le jour avec leurs frères. Donc, les mômes sont élevés par leur mère, leur tante et leurs oncles maternels. Et puis le soir, chaque frère, enfin chaque homme, il y a un système de ce qu'on appelle les maris visiteurs, plus visiteurs que maris en l'occurrence, et ils se rendent chacun chez leur femme, etc. Mais vous voyez, la relation officielle du mariage n'est pas reconnue. Hein, voilà. Et souvent, ben, on dit, voilà, les Na, les Mozo, c'est le dernier matriarcat vivant, il y a même du tourisme à matriarcat maintenant, pas de choses. Alors, si on veut un peu résumer, disons, cette première façon de voir les choses hein, à l'époque, je vous ai mis vite fait en très gros les grandes périodes de la préhistoire. Je ne vais pas trop passer de temps dessus parce que sinon, c'est pas une heure qu'on va rester, c'est toute la soirée. Ça ne pose pas forcément de problème, mais vous n'avez pas forcément signé pour ça non plus. Donc voilà. Mais en gros, disons, clairement, aux yeux de ces penseurs de cette époque, la domination masculine n'existe absolument pas dans ce qu'on appelle, nous, le paléolithique, et qui correspond en gros à l'époque de la chasse et de la cueillette, et il n'existe pas non plus durant l'énorme partie du néolithique. La domination masculine arrive très très tard, à l'aube de ce qu'on appelle à l'époque la civilisation, traduisait les villes, l'État, l'écriture, les classes sociales, enfin tout un tas de choses comme ça, dont pour les plus vieilles, en gros, 3000 ans en notre ère. Et pourquoi ça arrive? Ben, en gros, le raisonnement, c'est de dire c'est le moment où les richesses commencent à s'accumuler. Or, les richesses s'accumulent dans les mains masculines, puisque c'est les hommes qui s'occupent de l'élevage, qui s'occupent de l'esclavage, qui s'occupent de la guerre, qui s'occupent de tout ça. Et comme les hommes veulent pouvoir transmettre les biens à leurs enfants, à eux,
La filiation par les mères, ça ne marche pas du tout, parce que dans la filiation par les mères, quand vous êtes un homme, vous transmettez vos biens à votre neveu, et non pas à votre fils ou à votre fille. Et donc les hommes, un jour, disent « ça commence à bien suffire », craquent, et disent « on arrête de tracer la filiation par les femmes, on trace la filiation par les hommes ». Voilà. Donc ça donne ce truc-là. On passe de ce que Bachofen appelait le droit maternel, en termes plus modernes, on appelle ça la matrilinéarité, hein, ce que je disais, cette histoire d'héritage. Et par exemple, Engels parle de la place prééminente des femmes dans ces sociétés-là. Et on arrive donc à l'aube de la civilisation, la défaite historique du sexe féminin et la patrilinéarité, le passage à la patrilinéarité et donc à la domination masculine. Alors, ce scénario va être très contesté, je vais y revenir avec un certain nombre de contre-arguments. On va le voir régulièrement ressortir, encore une fois, avec des nuances. La deuxième grande période où on va se remettre à parler de ça, c'est dans les années 1950, 60, 70, etc., avec une figure notamment qui est beaucoup plus connue, celle de droite que monsieur à gauche, Maria Gimbutas, qui était une archéologue tuanienne sauf erreur, enfin qui a fait l'essentiel de sa carrière aux États-Unis, et qui va en particulier interpréter un certain nombre de traces archéologiques néolithiques comme les traces de, un, le culte d'une grande déesse, deux, pareil, d'un pouvoir, alors pouvoir pas au sens contraignant, vous voyez, au sens plus moral, influence, tout ça, mais enfin, des sociétés, on va dire, dans lesquelles ce sont les femmes qui donnent le ton. Alors, elle ne voulait pas appeler ça matriarcat, elle appelait ça des sociétés matristiques, elle a forgé un nouveau nom. Mais là, c'est un archéologue qui avait fouillé un village néolithique absolument spectaculaire, extraordinaire, qui s'appelle Çatalhöyük, qui est quelque part au milieu de l'Anatolie, donc de la Turquie actuelle, hein, et pareil, qui a interprété un certain nombre de découvertes. Voilà. Alors, en particulier, donc, il y avait un gros accent mis sur cette dimension archéologique et sur ces nombreuses représentations féminines. Alors, celle-là date du Paléolithique, hein, ce sont des figurines très anciennes, qui ont à peu près 25 000 ans. Mais Gimbutas traçait une continuité. Hein. Il disait la grande déesse, on la voit bien au néolithique, mais regardez, on l'avait déjà avant. Hein. La preuve, ça fait 30 000 ans qu'on la révère et qu'on lui fait des figures. Celle-là, elle est de Çatalhöyük. Hein. C'est une figurine retrouvée à Çatalhöyük. Et puis, dans la période plus récente, ça, c'est vraiment l'actualité. Ça date, on va dire, d'il y a maximum une dizaine d'années. On voit une floraison de livres, de documentaires, de choses comme ça, d'articles de magazines, etc., qui essayent de promouvoir l'idée qu'au Paléolithique, la femme, il ne fallait pas lui en raconter. Hein, voilà. Donc, elle chassait le mammouth, c'était pas bobonne à la maison, hein, voilà. Elle chassait le mammouth comme les mecs, la division sexuelle du travail, on a vachement exagéré, c'était un biais masculiniste, etc. Et les femmes paléolithiques, elles étaient, alors ça c'est le mot qui revient absolument tout le temps partout, elles étaient puissantes. Voilà. Donc, elles faisaient plein de trucs, elles ne s'en laissaient pas compter, voilà. Et donc, les problèmes sont venus après. Hein, enfin, les problèmes, la domination masculine serait venue après. Alors là, j'ai mis deux œuvres dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, un livre d'une archéologue assez connue en France, qui s'appelle Marilène Patoumatiz. Et donc, Les Sapiens, qui a été à la fois un jeu vidéo, un livre et un docu sur Arte. Ils avaient fait, et qui donc racontait enfin, ils ont été organisés autour de cet axe de démonstration. On a vu aussi un certain nombre d'articles publiés dans des revues scientifiques. Je ne sais pas la liste, mais enfin, il y en a un qui a fait beaucoup parler de lui, avec peut-être cette illustration que vous avez peut-être vu passer à l'époque. Je trouve ça assez marrant d'avoir habillé la chasseuse présumée en rose, mais enfin, voilà, en tous les cas, on a découvert donc la sépulture d'une jeune femme dans les Andes avant l'agriculture, hein, ça date d'il y a plusieurs milliers d'années, etc. Donc, et elle a été accompagnée d'outils de chasse. Donc, il y avait une femme chasseuse, et l'article allait plus loin, il disait, si on reprend tous les squelettes de cette époque-là, etc., et qu'on fait une statistique, on s'aperçoit qu'il y a une association forte entre les femmes et la chasse, et donc les femmes chassaient quasiment autant que les hommes à cette époque-là, et donc pareil, c'est un biais
sexiste d'avoir voulu penser que la chasse était quelque chose, au gros gibier en tous les cas, était quelque chose de masculin. Alors, je ne m'étends pas sur toutes les variations qu'il y a autour de ça, mais enfin, voilà, c'est des choses dont vous voyez généralement, si vous suivez un petit peu l'actualité, disons, alors je ne dirais pas scientifique, mais dans des magazines un peu de vulgarisation, etc. Et il y a des tas d'articles qui reprennent ce genre de choses. Ça fait un peu le buzz. Hein, et puis la guerrière, enfin, le guerrier viking qui était en fait une guerrière, et puis etc. etc. Enfin, c'est quand même un truc, tous les 2-3 mois, je dirais bien, il y en a un nouveau qui sort. Alors, bon, vous avez peut-être cru deviner à certaines de mes intonations que je n'étais pas forcément convaincu par cette argumentation. Il n'y a pas beaucoup de suspense. Oui, je pense que tout ça, ça ne tient pas. Et je vais essayer de vous présenter maintenant les arguments qui militent contre cette vue-là. Et puis rassurez-vous, je ne vous laisserai pas comme ça. Non, il sert quand même de dire quelque chose de construit à la fin. Alors, d'une part, il y a un petit problème, il faut s'entendre sur les mots. Alors, je l'ai un peu déjà dit, mais le mot de matriarcat, en réalité, il a un sens strict, pouvoir des mères, et on devrait même être plus rigoureux, parler de gynécocratie, pouvoir des femmes, si on voulait vraiment. Voilà. Le problème, c'est que le mot de matriarcat en est venu assez facilement à désigner des tas de situations où, disons, les femmes ont un peu il y a des choses qui se passent autour des femmes, mais vous voyez, enfin, c'est plus forcément le pouvoir. Alors, pour faire un tout petit peu de choses techniques, il y a des choses qu'on appelle la matrilocalité. Alors, qu'est-ce que c'est que la matrilocalité? C'est le fait que quand vous vous mariez, le nouveau couple va habiter chez la femme et non pas chez l'homme. Alors, chez la femme, disons chez les parents de la femme, ou juste à côté des parents de la femme, etc. Ce qui, en général, évidemment, est plutôt meilleur pour la situation des femmes, parce que ça veut dire qu'elle est près de ses parents, y compris c'est le mec qui est un étranger, et voilà, qui aura moins facilement, lui, il fera moins facilement appel à ses frères, à ses cousins, etc., en cas de souci. Voilà. Donc, et souvent, la matrilocalité est associée à des prérogatives économiques pour les femmes. Ça veut dire que ce sont elles qui possèdent la maison, ça veut dire, enfin, oui, il y a souvent des choses. Alors ça, la matrilocalité, il n'y a aucun problème, ça a été observé dans un certain nombre de sociétés, pas dans la majorité des sociétés, mais dans un certain nombre d'entre elles. Et les Iroquois, par exemple, étaient une société matrilocale. Et puis, un mot que j'ai déjà fait passer, matrilinéarité, et ça, c'est encore autre chose. C'est, alors, le problème, c'est que je ne sais pas très bien ce que c'est, mais c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui se transmet par les femmes plutôt que par les hommes. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de l'héritage, mais en réalité, c'est souvent pas tellement le problème dans ces sociétés-là, parce que ce ne sont pas des sociétés qui mettent forcément beaucoup d'accent sur les possessions matérielles, hein, c'est pas nous. Par contre, il y a souvent quelque chose qui est très important dans ces sociétés-là, c'est le groupe de parents auquel vous appartenez. Juste un petit truc technique, on va dire, allez, que voilà, on est une tribu là, où on est, et on va dire qu'on se subdivise en 4 groupes. Alors, je ne sais pas, moi, le loup, le corbeau, le renard et la grenouille, voilà. Et on n'a pas le droit de se marier au sein d'un même groupe. Hein, donc, si moi je suis loup, je ne peux pas épouser une femme qui est loup, ça serait inceste, ça serait, voilà, ça serait pas. Mais par contre, je peux épouser une renard, un corbeau, voilà, une corbeau, etc. Et si je me marie donc avec quelqu'un qui est corbeau, à quoi seront rattachés nos enfants? Eh bien, si on est dans une société patrilinéaire, ils seront loups comme moi. Et si on est dans une société matrilinéaire, eh ben, ils seront corbeaux comme maman. Voilà. Alors, il y a plein d'autres arrangements, il y a plein d'autres choses, mais enfin, disons que ça, c'est les grands trucs. Alors, matrilinéarité, c'est pas la même chose que matrilocalité. Il faut avoir l'un et pas l'autre, il faut avoir l'autre et pas l'un, il faut avoir ni l'un ni l'autre, il faut avoir les deux. Hein, voilà. Et tout ça, c'est encore autre chose que le pouvoir des femmes. Hein. Il y a un exemple extrêmement bête. Enfin, la judéité, par exemple, elle est matrilinéaire. Hein. La judéité se transmet par les femmes. Est-ce que le peuple juif, si tant est que ça veut dire quelque chose, enfin, est-ce que dans la tradition du peuple juif reconnu comme tel, c'est les femmes qui ont le pouvoir? Alors, je sais bien que les enfants diront que les mères juives, etc., mais bon, les pères juifs quand même, voilà. Donc, vous voyez qu'on peut très bien avoir la matrilinéarité sans avoir le pouvoir des femmes, c'est deux choses différentes. Et dans le raisonnement de Bachofen, puis de Morgan, puis de Engels, il y a cette assimilation sans doute un peu active. On va dire très active. Alors, deuxième point, les gens racontent des histoires, les gens racontent des mythes.
Il raconte par exemple le mythe des Amazones. Il raconte le mythe d'Oreste qui dit que jadis tuer sa mère c'était plus grave que tuer son père, mais que les dieux ils ont discuté et puis ils ont dit après non, en fait c'est tuer son père qui est plus grave que tuer sa mère, etc. Alors le problème c'est que les mythes, quand ils nous racontent quelque chose, nous racontent forcément un fond de vrai. C'était la position de Bachofen. Il le dit comme ça. Il dit dans tout mythe, il n'y a pas de fumée sans feu. Dans tout mythe, il y a un fond de vrai. Donc, ok, ça brode, ok, ça exagère, ok, ça embellit, voilà, il faut que ce soit sexy, c'est Hollywood, machin, tout ce que vous voulez. Mais n'empêche, si ça nous raconte ça, c'est que ça s'est quand même un peu passé comme ça. Alors, vous voyez que ce n'est pas très compliqué de voir que si on adopte cette méthode-là avec un mythe qu'on connaît bien, je pense, la Genèse, qui nous dit que, par exemple, toute l'humanité est issue d'un couple primordial, qui n'avait pas de nombril, bon, enfin ça, bon, c'est encore un détail, hein. Issu d'un couple primordial, qui avait la vie éternelle, qui n'avait pas besoin de bosser pour manger, qui accouchait sans douleur, avec des serpents qui parlaient, etc., etc., etc. Et si on se dit maintenant, il doit y avoir un fond de vrai là-dedans. Vous voyez qu'on est mal barré. Hein, voilà. Alors, entendons-nous, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir un fond de vrai dans les mythes. Hein, et il y a sûrement des mythes qui, en partie, partent d'événements réels. Mais partir de l'idée qu'il y a forcément un fond de vrai dans les mythes et que c'est ça qui explique, voilà, j'en reparlerai, mais tout bêtement, les mythes, c'est fait pour justifier, expliquer, justifier, c'est une autre chose, pourquoi les choses sont comme ça. Et un des procédés rhétoriques les plus simples, c'est de prendre l'inverse de ce qui est et d'expliquer que ça a merdé d'une façon ou d'une autre, que ce n'était pas possible. Et donc, pourquoi on meurt? Parce qu'avant, on avait la vie éternelle et qu'il a fallu qu'une femme fasse une bêtise avec un serpent, une pomme, etc. Et crac, maintenant on meurt. Voilà. Et maintenant, on sait pourquoi. Voilà. Mais vous voyez on voit très bien comment ça fonctionne du point de vue rhétorique. Ça ne nous apprend absolument rien sur l'espérance de vie de l'humanité il y a quelques dizaines de milliers d'années. Alors, deuxième argument, les statuettes du néolithique, etc. etc. On va faire une petite expérience de pensée, très agréable, mais voilà, pour l'instant, c'est que de la pensée. Vous voyez ce qui se passe en ce moment du côté de l'Ukraine, de la Russie, de la bande de Gaza, tout ça, et de plein d'autres endroits dont on parle moins, mais qui sont tout aussi réjouissants. Imaginez que ce machin-là croisse et embellisse, si j'ose dire, et finisse fort mal. Tout, on a quand même un arsenal nucléaire. C'est dommage de ne pas s'en servir. Dans quelques milliers d'années, des archéologues martiens déboulent en France, enfin, dans ce qu'il en reste, ne lisent pas notre langue, ne comprennent pas ce qui est écrit et fouillent. Et voilà, ces gens-là avaient une technologie relativement évoluée, etc. Ils vivaient manifestement dans des endroits de regroupement, des villes, voilà. Et dans ces villes, on trouve un certain nombre de grands bâtiments qui étaient probablement alors peut-être des palais, peut-être des grands bâtiments religieux, peut-être des grands bâtiments publics, à le savoir. En tous les cas, il y a des figures emblématiques qu'on retrouve dans ces bâtiments, et partout les mêmes, voilà. Donc très très probablement, c'était une espèce de grande déesse qui devait révérer. Et donc ces gens-là devaient être un peu matriarcaux sur les bords, parce que quand on est patriarcal, on a un dieu masculin, et quand on est matriarcal, on a un dieu féminin, ça paraît quand même assez logique. Voilà donc la grande déesse. Vous voyez tout de suite où ça pêche le raisonnement, hein, et qu'il y a des tas de raisons de représenter les femmes qui ne sont pas toutes le fait que les femmes dominent et qu'on révère une grande déesse. Et en particulier, les mauvais esprits disaient que si le même archéologue martien que tout à l'heure retrouvait un kiosque à journaux avec des, je sais pas, des Playboy et des machins comme ça, avec des femmes nues de partout, il repartirait chez lui en disant ces gens-là adoraient une grande déesse, etc. Ben, pas du tout, c'est exactement le contraire, c'est des images de la domination masculine. En tous les cas, on n'a pas le décodage, vous voyez, et c'est très imprudent de passer directement à une des conclusions possibles. Deuxième point, alors là je suis désolé, l'image n'est pas très parlante, mais sur les histoires non plus contemporaines de la femme paléolithique puissante, etc., qui chassait le mammouth, etc., il faut bien se rendre compte, on pourra éventuellement revenir plus en détail là-dessus, on a très très peu d'éléments sur le paléolithique. Il y en a très peu de squelettes, et les squelettes qu'on a, ils ne sont pas faciles à faire parler.
retracer à partir de là quelle était ou quelle n'était pas la division sexuelle du travail, c'est extrêmement compliqué. Et il y a un dicton qui dit en archéologie, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Quand vous retrouvez des os déformés d'une certaine façon chez les hommes et chez les femmes, et c'est en partie le cas au Paléolithique, vous pouvez dire, ah tiens, manifestement, les hommes faisaient quelque chose que les femmes ne faisaient pas, mais si vous ne retrouvez pas de différence, vous ne pouvez pas conclure que les hommes et les femmes faisaient la même chose. Vous voyez, ça ne marche pas dans les deux sens. Et d'ailleurs, quand les gens étudieront dans quelques siècles nos ossements, je les défie de trouver la division sexuelle du travail, le fait que c'est les femmes qui se tapent le travail domestique et pas les hommes, ça ne s'inscrira pas dans nos squelettes. Hein, et pourtant, c'est une triste réalité. Enfin, c'est une réalité. Ouais. Moi, je la trouve triste, mais on a à dire, il y a le jugement de valeur. Alors, maintenant, je vais ouvrir un chapitre sur lequel je vais m'appesantir plus longuement, qui est celui de l'ethnologie. Je n'en ai pas beaucoup parlé jusque-là, sauf par une allusion donc, aux Iroquois. Voilà. Le raisonnement, encore une fois, de Morgan, c'est de dire les Iroquois sont un archétype, sont comment dire, sont une généralité. Enfin, on peut généraliser ce qu'on observe sur eux. Ils nous montrent ce que c'est qu'une société néolithique. Je le dis dans mes mots à moi, mais enfin, c'est en gros ce qu'il faut. Alors, le problème, c'est qu'à l'époque où Morgan parle, l'ethnologie, elle est tout à fait balbutiante et on connaît peu de choses sur peu de gens, et voilà. Et donc, ça ne paraît pas du tout étonnant de dire ça. Depuis, on a accumulé des dizaines et en réalité même des centaines, si ce n'est des milliers d'observations. Et on a trouvé un certain nombre de peuples, et même un nombre extrêmement élevé de peuples, techniquement et socialement tout à fait comparables aux Iroquois, voire, je vais y venir, à des stades plus précoces, disons, du progrès technique, et où là, la musique n'était pas du tout la même. Alors, ceux-là, ils sont assez connus en France parce que l'ethnologue qui les a étudiés est un ethnologue français, du coup, on peut lire en français ce qu'il a écrit, voilà, il s'appelle Maurice Godelier. Il est venu à la fac il y a 3 semaines. J'étais assez surpris de le voir. C'était la première fois que je le rencontrais. Voilà. Mais je l'ai pas mal lu. Et donc, lui, il a étudié un peuple qui s'appelle les Barouillas, qui vit en Nouvelle-Guinée. Ces deux-là. Alors, comment vous dire? La société de Barouilla, donc c'est des tout petits cultivateurs, hein, même plutôt, en tous les cas, pas plus riches que les Iroquois. Vous voyez, c'est pas du tout des gens qui sont au bord de la civilisation ou je sais pas quoi, hein, c'est pas du tout ça. Ils ont un petit peu de cochons, ils font un petit peu d'élevage, un petit peu de, voilà, un peu de chasse, pas mal de guerre quand même, il faut ce qu'il faut, mais voilà. Ces gens-là, je ne peux pas mieux les décrire qu'en disant c'est l'Arabie Saoudite au néolithique. Donc, vous avez une oppression des femmes qui est organisée à absolument tous les étages de la vie sociale. C'est une espèce de cas extrême. Alors, les femmes ont à peu près aucun droit économique. Elles n'ont à peu près aucun droit, familial. Les hommes sont systématiquement dans une fratrie, les frères sont systématiquement considérés comme les aînés, même quand ils sont nés après leur sœur. Vous voyez, voilà. Quand vous vous baladez dans les chemins des villages, il y a toujours 2 chemins, le chemin du haut et le chemin du bas. Devinez qui prend le chemin du haut et qui prend le chemin du bas. Si jamais une femme croise des hommes sur un chemin, parce qu'on n'a pas fait tous les chemins, voilà, elle est obligée de se planquer, de se mettre à terre sur le bas-côté en se couvrant le visage de sa cape pour ne surtout pas regarder les hommes dans les yeux. Les petits garçons sont pris à leur mère quand ils ont 9-10 ans pour traverser toute une série d'initiations dans un endroit qui s'appelle la Maison des Hommes et dont je vous passe les détails, pas de la maison, mais des initiations, parce que là, on attaquerait des trucs un peu gore, enfin, si vous me les demandez, je vous les dirai quand même. Mais en tous les cas, pour leur expliquer que les femmes, c'est dangereux, que c'est polluant, que c'est sale, que c'est tout ce que vous voulez, qu'il faut s'en méfier, etc. Et puis, dans les secrets de la religion Barouilla, on vous apprend, quand vous êtes un initié, un homme initié, on vous apprend qu'en fait, il y a tout un tas d'esprits qu'on fait croire aux femmes et aux enfants, dont on fait croire aux femmes et aux enfants qu'ils existent. En fait, c'est pour leur faire peur. Et donc, on a manié des choses qui s'appellent des rhombes, vous savez,
une espèce de plaquette de bois qu'on met au bout d'une ficelle comme ça et qu'on fait rondir, etc. Et on dit ça, c'est la voix des esprits qui ne sont pas contents et qui vont venir terroriser les femmes, etc. Mais quand vous êtes initié, on dit voilà, ça c'est de la blague, c'est pour les faire tenir tranquille. Enfin, voilà. Et donc, toute la vie sociale est organisée comme ça. Il suffit de lire Godelier, c'est tout à fait. Voilà. Et ces gens-là, encore une fois, vous ne pouvez pas dire ils ont fait ça pour transmettre leur richesse à leurs enfants. Ils ne sont absolument pas préoccupés par les biens matériels. Il n'y a aucune forme d'inégalité matérielle dans cette société. Il y a très peu d'héritage. Enfin voilà, ce n'est pas du tout le problème. Alors, on a des tas d'autres exemples. En particulier, donc, je vous parlais de la Maison des Hommes. C'est un truc qu'on trouve dans plein de sociétés de ce type-là, en particulier en Océanie et en Amazonie. Vous voyez, c'est des trucs qu'on trouve à des endroits divers du monde. Et ça sert à la fois, comment dire, de lieu de pouvoir familial, politique, religieux, militaire. C'est la salle de caserne où les hommes se rassemblent et où de là, ils discutent de comment on va gérer la vie du village et y compris remettre les femmes dans le droit chemin, si vous voyez ce que je veux dire, quand il y en a une qui fait sa forte tête. Et, voilà. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. C'est là aussi où on détient les objets sacrés. Alors, je suis désolé pour comment dire, le caractère un peu cru de ce que je vais raconter là, mais voilà, c'est pas juste par plaisir malsain, c'est aussi pour vous montrer comment ces gens-là pensent, fonctionnent, etc. Donc, les Munduruku, qui sont des Indiens d'Amazonie, eux aussi pas du tout préoccupés par les histoires de richesse et d'accumulation de biens, etc. C'est pas du tout leur souci. Eux, par ailleurs, c'est des chasseurs de tête, vous voyez, donc de temps en temps, voilà, ils ont, comme les Jivaros, vous voyez, dans le même coin. Donc, ils font de la chasse aux têtes, ramènent des têtes ennemies, etc. Et l'ethnologue, donc, qui les a étudiés dans les années 50, qui était un mec, hein, qui était un homme, dit voilà, moi, évidemment, on m'invite dans la maison des hommes, il n'y a pas de problème. Hein. Et là, ambiance de salle de garde, vous voyez, enfin, je ne sais pas comment dire, voyez, une caserne avec les officiers de la colonie, les sous-offres de la coloniale, quoi, enfin, je sais pas, bon voilà. Et les mecs, dans des grands rires gras, racontent un certain nombre de leurs exploits. Mettez tous les guillemets que vous voulez à exploits. Et entre autres, cette formule, voilà, quand la conversation roule sur le fait qu'il y a des femmes qui de temps en temps se laissent pas faire, le mec très fièrement dit à l'ethnologue, nous, nos femmes, on les dompte avec la banane. Vous voyez, c'est délicat. Ça veut dire en gros, la punition pour une femme rebelle, c'est le viol collectif. Hein, et encore une fois, c'est des Indiens, c'est pas du tout des gens qui ont accumulé des richesses ou quoi que ce soit. Alors, je parle jusqu'à maintenant de petits agriculteurs. Mais si on regarde des chasseurs-cueilleurs, eh ben on s'aperçoit que les chasseurs-cueilleurs, eux aussi, ils savent connaître la enfin, ils savent. Il y en a un certain nombre d'entre eux, en tous les cas, où il y a une domination masculine tout à fait claire, tout à fait évidente, etc. Et en particulier, ce n'est pas le seul endroit, l'Australie, qui est le plus vaste ensemble de chasseurs-cueilleurs qu'on ait jamais pu observer. 15 fois la France, plein de chasseurs-cueilleurs quand les Blancs arrivent à la fin du XVIIIe siècle. Et en plus, le seul endroit du monde où ce n'était pas des chasseurs-cueilleurs, vous voyez qu'on avait poussé dans les endroits où on ne pouvait pas faire d'agriculture, partout ailleurs dans le monde, les chasseurs-cueilleurs, ils sont sur la banquise, au fin fond de la Fourvière, dans le désert, etc. Bref, là où les agriculteurs n'ont pas envie trop de se pointer. En Australie, ils avaient tout le continent pour eux tout seuls, donc y compris des coins tout à fait sympas et habitables. Il y a aussi des déserts, hein, mais il y a aussi des coins. Voilà. Bref, vous voyez, la photo parle d'elle-même. Il y a des taux en particulier, alors ça ne dit pas tout, mais c'est quand même un peu significatif. Il y a des taux de, alors en termes techniques, la polygamie, c'est le fait d'avoir plusieurs conjoints, mais ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que polygamie, ça s'applique aussi bien à un homme qui a plusieurs femmes qu'une femme qui a plusieurs hommes. Les hommes qui ont plusieurs femmes, c'est tellement plus fréquent que du coup, on a tendance à utiliser le mot dans ce sens-là. Alors, si on veut être strict, c'est la polygynie, le fait d'avoir plusieurs femmes. Dans l'autre sens, ça s'appelle la polyandrie. En tous les cas, là, notre Australien, il en avait 26 des femmes. Ceux qui, dans des groupes de chasseurs-cueilleurs qui comptent, chaque groupe fait aller 40-50 personnes, vous voyez, ça commence déjà à être. Ça dit quelque chose de la structure de la société. Je crois que le record homologué en Australie, c'est un type qui a eu 29 femmes dans cette. Voilà. Alors, ça reste, c'est un peu le Bernard Arnault du coin, hein, si vous voulez, c'est quand même, c'est pas. Voilà. Mais justement, Bernard Arnault, lui, il accumule des richesses. Vous voyez, eux, les richesses, ils s'en foutent. Eux, ils accumulent des femmes. C'est beaucoup plus important. Alors, cela dit, dans un certain nombre de groupes,
les gens les mieux pourvus, les hommes les mieux pourvus, ils avaient 3, 4, 5, 6 femmes. Vous voyez, on n'atteignait pas forcément ces extrémités. Cela dit, la littérature ethnographique australienne sur comment dire, les violences que pouvaient endurer les femmes, le fait qu'elles se faisaient kidnapper, rapter, etc., enfin, qu'elles étaient vraiment, plus le fait qu'ils avaient aussi des religions et initiations, tout pareil comme les Marouillas, etc., assez clairement, la situation de la femme en Australie n'est pas extrêmement, globalement, n'est pas extrêmement enviable. Je poursuis par un autre exemple qui vient d'un tout autre endroit, c'est la Terre de Feu, avec un peuple qui s'appelle les Selknam, enfin qui s'appelait, parce que maintenant ils ont complètement disparu, les Selknam, et sur lesquels on a un témoignage absolument extraordinaire, dorénavant en français, qui est la vie d'un gars qui s'appelle Lucas Bridges, et qui était le fils du pasteur qui a fondé la ville d'Ushuaïa. Donc, fin 19e, les missionnaires de Boulle, en Terre de Feu, on commence à monter, voilà, etc. Et lui, c'est le fiston. Et du coup, lui, il va se faire pote avec les Indiens du coin, il va parler leur langue, il va jouer avec eux, il les fréquente, etc. Et il va même être initié à leur religion. Et il dit, je pense que je suis le seul blanc qui ait jamais été initié à la religion des Selknam, etc., etc. Et donc, il a fait un bouquin qui a été traduit il n'y a pas si longtemps que ça, qui est sous le titre « Aux confins de la Terre ». Si vous aimez les bonnes lectures, enfin, de l'ethnographie, pas savante, mais très, très vivante, c'est super. Et il raconte, entre autres, la domination masculine chez ce peuple-là, qui se traduit par la chose suivante, les mecs là-bas, d'abord se flattent évidemment de dominer leurs femmes, et ils disent, voilà, avant, comment ça se passait? Avant, c'était les femmes qui nous dominaient. Nous, les hommes, on était vraiment, mais moins plus rien, elles nous tapaient dessus pour un oui, pour un non, c'est nous qui gardions les gamins, voilà, enfin bon, bref, voilà. Et alors, en plus, elles avaient un truc, c'est qu'il y avait une espèce de cérémonie comme ça qu'elles faisaient de temps en temps, et où il y avait des esprits qui se pointaient. Et nous, alors ça nous foutait les chocottes pas possible de voir les esprits comme ça, etc. Bref, elles faisaient de nous ce qu'elles voulaient. Jusqu'au jour où il y a un homme qui a surpris une conversation entre deux femmes et où il a découvert le pot rose, parce que les femmes entre elles, elles se vantaient de ces hommes, ces espèces d'andouilles là qu'on faisait marcher au pas avec les esprits qu'ils étaient assez cons pour y croire, alors que chacun sait, voilà, et qu'en fait c'était elles, les esprits, qui se déguisaient. Et donc là, le mec, il dit quand même, voilà, il est retourné voir les autres mecs, et il dit, voilà, regardez les gars, on s'est fait avoir, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et là, les hommes ont fomenté une révolution, ils ont décidé d'assassiner toutes les femmes, sauf les petites filles, et une fois que ça a été fait, ils ont dit, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et là, au bout d'un moment, il y en a qui a dit, bah, tiens, on n'a qu'à leur refaire le même coup. Et voilà les photos qu'on a de cette cérémonie, etc. Et comment les hommes se grimaient donc en esprit, et y compris parcouraient le campement des femmes en secouant les campements, etc. Femmes qui évidemment avaient l'obligation de ne pas regarder directement, parce que des fois qu'elles auraient reconnu que en fait c'était Marseille, le mec là, c'est pas. Voilà, et donc, Bridges dit est-ce qu'il y a des femmes qui se doutaient de la supercherie? C'est difficile à dire. Peut-être qu'il y en a qui se doutaient, mais ce qui est sûr, c'est qu'une femme qui aurait fait part de ses doutes et qui se serait fait choper, elle se serait fait mettre à mort dans la minute qui suivait. C'était quand même bien la dictature. Vous voyez, voilà. Alors, juste pour finir ce petit tour d'horizon ethnographique, ce que je vous décris n'est pas le cas partout. Il y a des variations. Et il y a un certain nombre de. Alors, des cultivateurs, je ne reviens pas sur le cas des Iroquois, ce n'est pas tout seul, il y en a d'autres qui leur ressemblent un peu. Et puis, même chez les chasseurs-cueilleurs, c'est pareil. Donc, il y a des cas de domination masculine très avérés. Il y a des cas de domination masculine, je ne sais pas si on peut dire soft, mais enfin, en tous les cas, plus modérés. Et puis, il y a des cas où on peut même un peu se demander est-ce que c'est pas du tout de domination masculine? Est-ce qu'il y en a un tout petit peu, mais pas beaucoup? Bon, moi, à mon avis, c'est une discussion d'une part sans fin et d'autre part sans grand intérêt. Mais enfin, voilà. Alors, traditionnellement, ceux qu'on a cités dans ce cas-là, c'est les Sam, qu'on appelait avant les Bushmen. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avaient vu ce célèbre film Les dieux sont tombés sur la tête. Voilà, donc c'est eux. Alors, eux, c'était le prototype dans les années 50-60 du bon sauvage. C'était eux qui sortaient à tout bout de champ pour dire, vous voyez, avant, on était gentils, on était, etc.
Ça ne marche pas du tout, hein, je vous le dis tout de suite, mais voilà. Toujours est-il que chez eux, effectivement, les rapports de sexe ne ressemblent en rien à ce qui sont chez la plupart des Australiens. Il y a pas de religion à l'initiation, il y a le droit au divorce pour les femmes. Oui, je n'ai pas dit chez les Australiens, les femmes n'ont pas le droit de divorcer, les mecs ont le droit de répudier les femmes. Enfin, vous voyez, c'est totalement unilatéral. Là, ce n'est pas du tout le cas. Cela dit, il y a une autobiographie aussi qui s'appelle Nisa, une vie de femme, d'une femme Bushman, enfin d'une femme San. Dire qu'il n'y a pas du tout de domination masculine, moi j'ai trouvé que quand même, de temps en temps, ça cognait un peu fort pour un truc où il n'y avait pas de domination, vous voyez. Mais bon, en tous les cas, c'est beaucoup moins marqué que dans d'autres sociétés, ça c'est sûr. Et puis, pour finir, il y a même le cas des Andamanais, donc je sais que tout le monde situe parfaitement les îles Andaman. Vous voyez, vous avez séché le cours de géographie, les îles Andaman, c'est une question à 4 points. Alors, blague à part, c'est un chapelet d'îles qui se trouve entre l'Inde et la Thaïlande, beaucoup plus près de la Thaïlande, mais qui appartient à l'Inde. Voilà, pour des raisons historiques, de colonisation, etc. C'est le seul endroit au monde où il reste un groupe de chasseurs-cueilleurs identifiés et non contactés. Il y a une île parmi le chapelet où il y a un groupe, peut-être ils sont peut-être 50 là-dedans. Le dernier qu'il a été voir, c'était un évangéliste américain qui voulait leur apprendre Jésus, tout ça. Et du coup, il allait rendre visite à Jésus plutôt que prévu parce que les mecs l'auraient gagné à coups de flèche et ça s'est mal fini. On devrait pas rire. Hein, mais, toujours est-il que eux, au 19e siècle, on a là aussi des ethnographies et qui font état de relations hommes-femmes très très peu marquées par la domination, au point même qu'on peut se dire après tout, c'est peut-être une société sans domination masculine. Enfin, en tous les cas, c'est bon. Tout ça pour vous dire qu'il y a une grande gamme de variations. Alors, dernier point, que nous disent les primates. Alors, parce qu'après tout, encore une fois, c'est notre héritage, hein, d'une façon ou d'une autre. Alors, on a deux cousins proches, hein, dont on s'est séparés il y a à peu près 8 millions d'années. Alors, en fait, c'est deux sous-espèces, deux espèces de chimpanzés, mais dans le vocabulaire courant, on appelle plutôt celui-là le chimpanzé tout court, et puis celui-là, on l'appelle le bonobo. Hein, c'est le chimpanzé rustique, robuste, pardon, pas rustique, le chimpanzé robuste, je vais y arriver, et le chimpanzé gracile. Voilà. Alors, le problème avec les primates, c'est qu'ils ont une très très grande variation, d'une part de leur caractère physique, d'autre part de leur organisation sociale, y compris du point de vue des rapports mâle-femelle, d'une espèce à l'autre. Et que c'est le bazar. On est des espèces ultra sociales. Quand je dis on, c'est l'ensemble des primates. Hein, voilà. On est des espèces ultra sociales et du coup, comment dire, c'est très difficile de tracer des lignes, des règles qui marchent bien. En tous les cas, dans nos deux cousins, il y en a un où d'une part le dimorphisme, désolé pour le terme un peu savant, le dimorphisme sexuel, la différence de morphologie entre les mâles et les femelles, est très prononcée, plus que chez les humains. Chez les humains, en gros, 15% de différence de taille, je crois que c'est 20% de différence de poids, et une très grosse différence de puissance des membres supérieurs. Hein, voilà. Mais chez les chimpanzés, différence bien plus marquée. Et domination masculine très marquée aussi, avec des viols, des contraintes sexuelles, avec tout ce que vous voulez. Bref, aucun problème là-dessus. Enfin, aucun problème. Ça n'est pas discuté. Voilà. Le bonobo, très faible dimorphisme sexuel et aucune espèce de domination masculine, voire domination féminine. Alors, problème, ces deux espèces-là sont à égale distance de nous. Et on avait ce qu'on appelle dans le jargon un DAC, un dernier ancêtre commun. Donc, il y a 8 millions d'années, notre aïeul commun. Voilà. À quoi ressemblait le dernier ancêtre commun? Eh bien, mystère et boule de gomme. Parce que vous pouvez dire, bah, si ça se trouve, le dernier ancêtre commun, il ressemblait beaucoup au chimpanzé. Et puis, du coup, bah, nous, on a perdu une partie de sa domination masculine, tout en gardant quand même un bon goût. Et puis, les bonobos, eux, ils ont évolué en perdant complètement tout. Puis, si ça se trouve, le dernier ancêtre commun, il ressemblait vachement au bonobo. Et en fait, nous, on a acquis du dimorphisme et de la domination masculine, et puis les chimpanzés, ils en ont acquis encore plus. Voilà. Et puis, si ça se trouve, le dernier ancêtre commun était quelque part entre les deux. Il nous ressemblait un peu. Et puis, le chimpanzé a évolué d'un côté, le bonobo a évolué de l'autre. Bref, tout
tout ce qu'on peut dire avec ça, c'est qu'il n'est pas du tout impossible que de ce point de vue, la domination masculine soit héritée de notre ligne de primates. On la rencontre chez quand même un bon paquet de primates, pas tous, mais un bon paquet. Donc voilà, mais on n'a aucune preuve que c'était le cas. Vous voyez, donc après, c'est le verre d'eau. Je ne sais pas s'il faut dire à moitié plein, à moitié vide, ou trois quarts plein, un quart vide. Enfin voilà. Alors, dernier élément, j'en ai parlé tout à l'heure, et bien j'y reviens, c'est les mythes. Alors, les mythes, c'est assez extraordinaire parce que en réalité, ça peut nous apprendre plein de choses, mais pas de la façon dont Bachofen croyait. Bachofen disait, dans les mythes, il y a forcément une part de vrai, allons-y, etc. Et ça, on a vu que ça marche, mais alors pas du tout. En revanche, ce qu'on peut faire avec les mythes, et là, il y a notamment, alors, il y a quelques chercheurs dans le monde qui font ça, mais il y en a en particulier deux en France, ils font vraiment de l'excellent boulot. Si vous avez l'occasion de les écouter, de les lire, de regarder leurs conférences, etc., ils s'appellent Jean-Loïc Lequelec et Julien Duy. Voilà, et vraiment, c'est des mythologues de top level. En tous les cas, qu'est-ce qu'ils font avec les mythes? Ils disent, ben voilà, les mythes, il y a des histoires qui se ressemblent et avec des variations. Alors, ça vaut pour les grands mythes, genre comment l'humanité est arrivée sur Terre, pourquoi on meurt, enfin, tout ce que vous voulez. Ça vaut pour des petites histoires. Si vous prenez, je ne sais pas, moi, le petit chaperon rouge, vous allez trouver plein de variations, etc. Le mythe de Polyphème, vous savez, le cyclope, là, Ulysse qui sort, etc. Il n'y a pas du tout que dans l'Odyssée qu'on raconte ça. On raconte ça dans plein d'endroits, voilà, des variations. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, l'idée, c'est qu'on peut s'en servir comme une machine à remonter le temps, avec le même raisonnement que sur les espèces vivantes. Plus ça se ressemble, plus ça s'est séparé récemment. C'est ça l'idée. Parce que c'est des histoires tellement alambiquées, tellement compliquées, tellement difficiles à imaginer, que la probabilité qu'elles aient été inventées de manière indépendante est généralement extrêmement faible. Et donc, vous prenez tous les mythes, vous les découpez en petits morceaux, ça s'appelle des mythèmes. Vous le découpez en petits morceaux, vous dites Polyphème, ben voilà, c'est un cyclope, il est très grand, il n'a qu'un œil, il vit dans une grotte, il élève des moutons, voilà, vous découpez. Et puis vous dites dans telle version, bah tiens, ça y est, ça y est pas, ça y est, ça y est pas, etc. Et vous faites des 1 et des 0 comme ça. Et puis après, ben, vous moulinez ça exactement de la même manière dont on mouline les ADN pour reconstituer les arbres phylogénétiques des espèces vivantes. Et vous obtenez des arbres phylomythiques. Hein, voilà. Et vous pouvez retracer du coup quelle est l'ancienneté probable de tel thème mythique. Alors, quand vous faites ça sur les mythes qui racontent que jadis, c'était les femmes qui dominaient la société, qui possédaient les objets sacrés, qui, etc., et qui faisaient du coup marcher les hommes droits, etc., et qu'un jour, ça pouvait plus, elles faisaient n'importe quoi, enfin, après, il y a plein de variantes, voilà. Du coup, un jour, on a dit, allez hop, on fait le contraire, exactement comme chez les Selknam de tout à l'heure. Eh bien, si vous repérez par une carte à quel endroit sont ces mythes, vous voyez, on les trouve beaucoup en Amérique latine, beaucoup là-bas en Océanie, un peu en Afrique. Et si vous faites les arbres généalogiques, ben vous arrivez à la conclusion que le plus probable, c'est que ce thème mythique-là, il existait déjà il y a 60 000 ans quand Sapiens est sorti d'Afrique. Et que probablement, donc des sociétés, pas toutes, hein, dans tous les cas, au moins un certain nombre, des sociétés qui disaient jadis c'était les femmes qui dominaient, mais depuis, voilà, c'est nous les hommes qui, et ben, vous voyez, ça aurait manifestement au moins 50 ou 60 000 ans d'ancienneté, cette affaire-là. Alors, que peut-on dire de tout ça? Premier point, on a observé des tas de sociétés. On a fouillé des tas d'endroits en archéologie. On n'a jamais vu un seul exemple de société réellement dominée par les femmes au sens strict du terme. C'est-à-dire des sociétés où c'est les femmes qui ont du pouvoir social sur les hommes. Il y a des tas de configurations possibles, j'en ai évoqué quelques-unes. Il y a des pouvoirs masculins, comment dire, omnipotents, enfin, voilà, des dictatures du sol au plafond, enfin, je ne sais pas comment dire ça. Il y a des situations beaucoup plus équilibrées, il y a des cas intermédiaires, voilà, il y a 1000 configurations possibles, mais nulle part, dans aucune société, on n'a jamais vu un vrai, authentique matriarcat. Donc ça, rien que ça, déjà, on se dit, tiens, il y a quand même quelque chose. Deuxième point, c'est ce que je viens de dire,
la gamme des rapports de genre est donc très étendue, mais dans une espèce de demi-cercle. Hein, enfin, dans la moitié des possibilités, après, ça va d'un relatif équilibre. Je ne parle pas d'égalité des sexes exprès, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Ça va d'un relatif équilibre à une domination masculine, disons, très forte, ultrageante. Voilà. Point important, on trouve ça dans tous les niveaux techniques et sociaux. Il n'y a rien qui corrobore l'idée que quelque chose, il y a eu un grand bascule à un moment, comme on pouvait le croire au XIXe siècle. Et que donc c'est, alors rayez les mentions utiles, avec l'État, avec les classes sociales, avec le néolithique, avec tout ce que vous voulez, qu'il se serait passé un truc qui aurait tout changé. Jusqu'aux chasseurs-cueilleurs qu'on a pu voir, on retrouve à peu près la même gamme de variations. Et encore une fois, chez certains Australiens, la domination masculine, c'est pas. Alors, quelles sont deux constantes qu'on observe dans toutes les sociétés et qui, à mon avis, alors évidemment, là, comment dire, je donne un peu mon interprétation à moi, en tous les cas, mon éclairage perso sur cette affaire-là. Alors, quand je dis perso, je ne sors pas de ma poche aujourd'hui, hein, ça fait des années que je bosse sur le sujet, ce qui ne veut absolument pas dire que j'ai raison, mais voilà, je vous résume, je vous le résume pour, hein, voilà. On trouve quand même quelque chose de constant, c'est d'une part le fait que toutes les sociétés humaines, jusqu'à la nôtre, et je glisse, comment on dit maintenant, un teaser pour la suite, et c'est justement peut-être en train de changer, même sûrement, mais en tous les cas, toutes les sociétés humaines jusqu'à la nôtre sont marquées par la division sexuée des tâches. Les hommes et les femmes ne font pas les mêmes tâches, ne font pas les mêmes travaux et par extension n'occupent pas les mêmes rôles sociaux. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve dans absolument toutes les sociétés humaines, y compris celles où la domination masculine n'est pas très marquée. Je parlais des Iroquois tout à l'heure. Pas de domination masculine outrageante chez les Iroquois, peut-être même pas de domination masculine du tout. Je ne parlerai pas là-dessus, mais enfin bon voilà. Mais en tous les cas, les hommes, c'est les hommes, les femmes, c'est les femmes, et un homme, par exemple, qui s'aviserait de faire une tâche de femme, tout le monde se foutrait de sa gueule. Et vraiment, c'est socialement tout à fait ridicule, inapproprié, tout ce que vous voulez, etc. D'autre part, cette division sexuelle des tâches, elle a une constante, c'est que partout, dans toutes les sociétés, ce sont les hommes qui, alors faites là aussi un paquet cadeau, ont les armes les plus létales, font la chasse au gros gibier, font la guerre, s'occupent de la politique extérieure. Voilà. Après, vous déclinez ça, voilà, avec des endroits où on concède aux femmes un petit quelque chose là-dedans, mais ça ne va jamais au-delà d'un petit quelque chose. Voilà. Et donc, c'est une sphère de pouvoir masculine absolument universelle, là aussi, jusqu'à nos jours. Alors, suite des conclusions. Je l'ai déjà dit, il n'y a pas de moment où on peut légitimement, à mon avis, voir une bascule et dire avant c'était comme si, et depuis telle innovation, tel bouleversement, tel ceci, cela, c'était comme ça, jusqu'à nos jours. J'ai déjà dit. Tous les indices indiquent donc que la domination masculine, c'est quelque chose qui plonge ses racines loin dans le passé des sociétés humaines. Alors, moi, je ne remonte pas au-delà du paléolithique supérieur et de la sortie d'Afrique de Sapiens, parce qu'avant, déjà, les indices archéologiques, on n'en a pas beaucoup, et alors après, on en a carrément. Est-ce que ça remonte jusqu'aux primates? Moi, je dirais, il y a en tous les cas aucune raison de l'écarter et probablement de bonnes raisons de penser que c'est le cas. Mais à la limite, là, je mets mon joker et je dis, ça se perd dans la nuit des temps, c'est humain, on n'a pas beaucoup d'indices, donc on ne peut faire que des inférences un peu lointaines, et à la limite, ça ne change pas énormément de choses pour la suite, à mon avis. Alors, il faut bien que ça se finisse à un moment, rassurez-vous. Donc, l'épilogue. On va parler d'aujourd'hui. Pas beaucoup, mais un petit peu. Et je l'ai déjà suggéré, mais en fait, on vit une époque, alors, normalement on dit formidable, le mot formidable, alors ouais, on vit une époque étonnante. Voilà, bon, en tous les cas, on vit une époque unique, au moins du point de vue des rapports entre les sexes et du point de vue des rapports entre les pays. Alors, personne, vous avez été gentil, vous ne m'avez pas interrompu jusque-là.
personne n'a dit oui, mais avec ce que vous racontez, c'est à désespérer de tout. Si la domination masculine, c'est dans la nature humaine, bon, bah, c'est bon, on laisse tomber, voilà. Voire me condamner au nom du féminisme, ou je ne sais pas, etc. Alors, je voudrais tout de suite dire, enfin, je l'ai dit au début, mais je réinsiste là-dessus, il y a un raisonnement très commun et qui me semble être un raisonnement très faux, parce que ça, comment dire, ça semble aller de soi, c'est une association d'idées qui semble aller de soi, mais qui en fait ne marche pas du tout. C'est l'idée de se dire que si quelque chose est ancien, alors on est condamné à le vivre pour l'éternité, et que donc ça va être super dur de le mettre en l'air, ou qu'inversement, si quelque chose est récent, ça va être d'autant plus facile de le changer. Et à mon avis, c'est d'ailleurs une des raisons qui fait que cette idée du matriarcat primitif sous une forme ou sous une autre, alors même qu'il n'y a pas beaucoup de bons arguments en sa faveur, vous avez compris ce que j'en pensais, ressurgit périodiquement et même ne disparaît pas, parce que je pense qu'un certain nombre de gens se disent que quelque part c'est une idée agréable, quoi. Enfin, c'est une idée bonne à penser, parce que si on est pour le féminisme, bah, se dire que jadis ça n'a pas toujours été comme ça, que les femmes jadis elles avaient la dragée haute et tout, ça prouve bien qu'on peut y arriver. Hein, voilà. Eh ben non, ça ne prouve rien du tout en fait. C'est pas parce que la domination masculine est vieille que forcément, ça y est, l'évolution humaine sociale elle est finie et que on fera avec pour l'éternité et tout. Bah non, on est une espèce culturelle. On n'est pas une espèce qui vient de nulle part, mais on ne cesse d'inventer des nouveaux objets techniques et des nouveaux rapports sociaux. L'argent, ça n'a pas toujours existé, les frontières, ça n'a pas toujours existé, en tous les cas, tel que maintenant, etc., etc. Eh ben, les rapports de genre, eux aussi, ils sont concernés par cette évolution. Et dans l'autre sens, l'idée que la domination masculine est récente n'est pas en soi une idée féministe. D'ailleurs, je vais vous en dire une bien bonne. Bachofen, qui disait au départ, c'était les femmes qui dirigeaient la société, etc. Et après, c'est les mecs qui ont pris le pouvoir. Il rajoutait, et heureusement, parce que jadis, quand c'était les femmes qui dominaient, bah, vous voyez, on était du côté de la nature, et donc on serait jamais sorti du sous-développement, si vous voulez. Et heureusement que les hommes un jour ont pris le pouvoir, parce que comme ça, voilà, on est rentré dans le progrès. Et vous voyez que tous ces machins-là, en fait, ça se retourne comme un gant, et vous pouvez, par un effet rhétorique, vous pouvez très bien adapter tout ce que vous voulez à la source que vous voulez, en réalité. C'est pas un raisonnement, c'est pas, encore une fois, c'est un effet de manche, ou un effet de bouche, je ne sais pas comment il faut. Alors, d'une manière générale, j'aurais tendance à penser que pour le féminisme, comme pour n'importe quel combat d'émancipation, quel qu'il soit, on n'a pas, enfin quand disons ceux qui mènent un combat d'émancipation, ils n'ont jamais intérêt à se mentir. Voilà. Et que si un combat d'émancipation repose sur un mensonge, c'est qu'il y a un problème quelque part. Soit c'est que c'est foutu et qu'on ne veut pas se le dire, soit c'est que c'est pas foutu mais qu'on n'a pas les bons arguments. En tous les cas, quelque part, moi je pense que la vérité est progressiste, voilà, et qu'il n'y a aucune bonne raison de se raconter et de raconter des histoires et de s'inventer un passé. Il y a une autrice là, qui a eu cette jolie formule, c'est pas en se donnant un passé inventé ou fantasmé qu'on va se donner un avenir. Alors, juste pour finir, nous vivons dans une époque unique, nouvelle, du point de vue des rapports entre les sexes, parce qu'on est une société qui, depuis maintenant, on va dire des décennies, mais en fait, ça commence à remonter à plus loin, où il y a des gens qui disent que finalement, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, ça ne devrait rien changer sur notre vie sociale. Ça paraît tout bête, c'est ce qu'on appelle l'égalité des sexes. Mais vous voyez, c'est pour ça que je n'aime pas ce mot-là, parce que égalité des sexes, ça voudrait dire on est différent, mais on a une forme d'égalité. Alors, égalité des droits, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Si vous avez le droit de garer votre voiture dans la rue, mais que vous avez le droit de jouer de la trompette à 2 heures du matin, est-ce que c'est des droits égaux? La question est absurde, ça n'a aucun sens. En fait, ce qu'on veut dire par égalité des droits, c'est identité des droits. C'est tout le monde a les mêmes droits. Voilà. Et puis, on sait bien que l'égalité des sexes, ce n'est pas juste une égalité juridique, ça c'est la précondition, sans laquelle rien n'est possible, mais puis après, il y a l'égalité réelle. Bref, mais en fait, on ne veut pas parler d'égalité, on veut parler d'identité. C'est, encore une fois, exactement comme être antiraciste,
c'est le fait de dire que quel que soit le taux de mélanine que vous avez dans votre peau, ça ne devrait rien changer sur votre vie. Voilà, c'est pas les noirs ceci, les jaunes cela, les verts je sais pas quoi, les bleus à trois roses, machin, mais au bout du compte, chacun différent, chacun dans son coin, mais des droits égaux. Ça ne veut absolument rien dire. Donc nous, on est une société qui dit femmes et hommes, ça ne devrait avoir aucune espèce d'influence sur la vie sociale. Alors quand on dit on est une société, évidemment ça dépend de l'endroit du monde, du milieu social, de tout ce que vous voulez, mais il se passe quand même quelque chose, c'est-à-dire que, y compris aujourd'hui dans les milieux dirigeants d'un certain nombre de pays, c'est la doctrine officielle. Je ne vous dis pas qu'on l'applique avec toujours, comment dire, l'honnêteté, la suite dans les idées qui seraient nécessaires, etc. Mais le simple fait que, vous voyez, il y a 200 ans, c'était le code Napoléon en France, la femme est une mineure toute sa vie, etc. Aujourd'hui, il y a des ministères de l'égalité des sexes, il y a des luttes contre la discrimination, y compris au niveau gouvernemental, etc. Il s'est quand même passé quelque chose. On a supprimé dans le droit toutes les différences, voilà, il n'y a plus de différences hommes-femmes juridiques. On dit que le boulot était fini, hein, mais enfin, il y a quand même un sacré chemin qui a été accompli. Alors, comment dire, pour finir, la question se pose quand même de pourquoi on vit une époque aussi différente de ce point de vue-là de tout ce qui a précédé, hein, et qui laisse entrevoir éventuellement, j'allais dire si tout se passe bien, qui laisse entrevoir la possibilité d'une réelle égalité des sexes, entre guillemets, à l'avenir. Alors, sans rentrer dans les détails, il me semble qu'il y a deux facteurs qui vont un peu ensemble, sont un petit peu différents, et qui expliquent ça. D'une part, le progrès scientifique et technique. Certain nombre de choses dans la division sexuelle du travail reposaient sur la division objective et biologique. D'une part, en gros, quand même, de la force musculaire pour les mecs et de la maternité pour les femmes, hein, voilà, et qui, du coup, comment dire, a mis sur rail les sociétés en leur laissant une latitude relativement limitée sur un certain nombre de choix. Voilà. Le fait qu'on ait des milliards d'esclaves qui travaillent pour nous sous la forme de l'énergie, alors fossile ou pas fossile, etc., mais que du coup, tout ce qui était jadis des travaux de force, ben, petit à petit, c'est en train d'être éradiqué parce que les machines le font à notre place. Ben, ça a permis aux femmes de pénétrer un certain nombre de domaines traditionnellement masculins. Je ne parle même pas des femmes qu'on voit maintenant dans les rangs des CRS, des gendarmes, etc., comme ça, en manif, on peut se faire gazer par des femmes, vous voyez, donc il y a un progrès. Autre aspect de la chose, les progrès de la médecine. Hein, quand vous étiez une femme jusqu'à une date récente, si vous vouliez être à peu près certaine d'avoir des enfants qui arrivaient à l'âge adulte, ben vous passiez une bonne partie de votre vie adulte à en faire, parce que le taux de mortalité infantile, il faut savoir que jusqu'au progrès de la médecine du début du XXe siècle, vous avez en gros un humain sur deux qui ne dépasse pas l'âge de 15 ans. C'est depuis les chasseurs-cueilleurs jusqu'aux paysans du 19e siècle. Hein, voilà. Et des fois, quand vous n'aviez pas de bol, c'était plus de 1 sur 2. Voilà. Voilà une courbe de la mortalité infantile. Vous voyez, c'était. Alors, infantile, je pense que là, il compte que jusqu'à 3 ans ou 4 ans, hein, quelque chose comme ça. Un tiers, en gros, des nouveau-nés en France en 1750, enfin, un tiers des enfants de bas âge n'arrivaient pas à l'adolescence. Aujourd'hui, on en est à peu près un centième, quoi, quelque chose comme ça. Et du coup, bah, ça a aussi contribué à libérer les femmes d'un certain nombre de tâches liées à la reproduction biologique et à leur permettre de s'investir dans d'autres choses. Alors, il faudrait dire bien d'autres choses autour de ça, j'ai pas le temps. Je sais quand même qu'il n'y a pas que la technique, il y a aussi les rapports sociaux. Et mine de rien, nous vivons dans un monde où tout s'achète et tout se vend, et où les rapports sociaux passent par l'argent. Ce que nous fabriquons, nous le vendons. Ce que nous ne fabriquons pas, nous l'achetons. Nous-mêmes, je pense qu'on est nombreux dans cette salle à l'avoir été ou à l'être, nous gagnons notre pitance en allant vendre notre capacité de travail contre une somme d'argent. Nous sommes des salariés, voire une profession libérale, etc., etc. C'est quelque chose de totalement nouveau dans l'histoire des sociétés humaines. Il y a plus de 300 ou 400 ans, le salariat était quelque part entre l'exception et le truc totalement inimaginable. Hein. Je parlais des Australiens, des Barouillas, etc. Allez leur faire comprendre ce que c'est du travail salarié et de la monnaie, les mecs ils vont vous regarder avec des yeux comme ça. Et bien, mine de rien, l'argent, vous savez, on dit toujours l'argent n'a pas d'odeur.
hein, parce qu'en gros, l'argent qu'on pouvait gagner avec les pissotières pouvait servir à construire des temples, hein, c'est Vespasien qui avait dit ça. Ben, l'argent n'a pas non plus de sexe. Et la monétarisation des rapports sociaux qui a été le fait de l'économie marchande, du capitalisme, etc., ben, aussi a finalement mis sous le nez de tout le monde que les femmes et les hommes faisaient des travaux qui pouvaient être comparés par le même truc. Ça s'appelle le billet de banque. À partir du moment où vous dites que le même étalon, le même maître étalon peut comparer deux choses, ça veut dire que ces deux choses sont de même nature. Et vous voyez comment, à mon avis, la marchandisation des rapports sociaux a aussi beaucoup œuvré, alors de manière totalement inconsciente, souterraine et tout ce que vous voulez, mais a beaucoup œuvré à tout ça. Alors, bref, ça y est, c'est bon, j'ai fini, vous êtes bientôt débarrassé. Si vous avez encore faim, j'ai fait plusieurs bouquins là-dessus. Celui-là, donc, qui en est maintenant à sa troisième édition et qui est en gros l'exposé que je vous ai fait, mais avec évidemment plus de détails, plus de tout ce que vous voulez. Et puis un petit livre qui est collectif, donc chaque chapitre a été écrit par des collègues différents, qui est un livre plus orienté sur l'archéologie. À nos jours, c'est une collègue archéologue qui a notamment fait un livre sur les femmes au néolithique, que vous avez peut-être vu de temps en temps à la télé ou à la radio. Voilà. Et puis sinon, pour finir, j'anime aussi un blog qui s'appelle La Hutte des classes. Oui, ça marche. Mais bref, sur lequel je réfléchis à voix haute, je mets mon actualité, etc. Et où il y a un certain nombre d'internautes, des fois comment dire, des dignes universitaires, mais aussi ben vous, enfin, je ne sais pas qui vous êtes, quand même, voilà, des gens quoi, qui m'interpellent et qui peuvent discuter, etc. Je m'efforce de répondre à tout le monde, voilà. Donc n'hésitez surtout pas, si vous avez envie de me rendre visite virtuellement, a priori vous êtes très bien accueillis. Voilà.